C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment participer via les réseaux sociaux. Un conseil de guerre s'est réuni à Paris avec les principaux pays de la coalition. Ils étaient 7, des pays qui combattent l'organisation de l'État islamique en Syrie et en Irak. Un conseil de guerre sans la Russie et sans la Turquie. Et en l'absence, il faut bien le dire, de pays arabes. L'objectif, c'était de mobiliser plus de moyens militaires, qu'il y ait plus également de coordination au sein de cette coalition. Où en est aujourd'hui la stratégie de la coalition? L'organisation de l'État islamique recule-t-elle sur le terrain? Que faudrait-il faire de plus aujourd'hui pour gagner cette guerre? Eh bien, on va en parler avec nos invités. Avec vous, Mathieu Guidère, bonsoir. Vous êtes professeur d'islamologie à l'Université de Toulouse, auteur de Atlas des pays arabes, un monde en effervescence, et c'est aux éditions Autrement. Pierre Servan, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes colonel de réserve, spécialiste des questions de défense et de stratégie, et auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, Extension du domaine de la guerre, et c'est aux éditions Robert Laffont. Romain Mielcarrec, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité européenne, spécialiste des questions de défense. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, et son homologue américain Ashton Carter. Nous devons continuer à combattre cette organisation sur tous les fronts et à nous attacher à la déraciner sur le terrain et dans les esprits. Sur le terrain, c'est le moment d'accroître notre effort collectif en mettant en œuvre une stratégie militaire cohérente. Les 3 objectifs clés de la campagne militaire contre l'organisation de l'État islamique sont les suivants. D'abord, détruire les principales tumeurs du cancer qu'est ce groupe État islamique en Irak et en Syrie, en s'attaquant aux 2 centres de pouvoir, à Raqqa et à Mossoul. Ensuite, combattre la prolification de cette tumeur qu'est le groupe État islamique à travers le monde. Enfin, protéger nos citoyens chez eux. Pierre Servan, il a raison, Jean-Yves Le Drian, lorsqu'il dit que l'organisation de l'État islamique recule aujourd'hui sur le terrain. Oui, je pense qu'on peut le dire. Alors, quand elle fait 2 pas en arrière, elle arrive à faire un pas en avant. Les 2 pas en arrière, c'est notamment Sinjar, la ville de Sinjar, qui est importante parce qu'elle est sur l'axe qui relie Raqqa à Mossoul. Et puis plus récemment, Ramadi. Mais là, ces derniers temps, sur une autre ville, Deir el-Zor, ils ont marqué des points. Mais quand même, j'ai le sentiment que 2014 aura été l'année, si vous voulez, du blocage de l'extension. Après la prise de Mossoul, on craignait que l'État islamique aille encore plus loin. 2015, c'est une année où la coalition a essayé, avec des difficultés de coordination, à, je dirais, saper un certain nombre de fondations de l'État islamique, financiers, des centres de commandement, des centres de construction d'engins explosifs, etc., pour essayer de l'affaiblir. Il faut que 2016 soit une année qui marque véritablement la reprise de villes symboliques, Raqqa ou Mossoul, même si, j'insiste sur ce point, si l'option militaire est importante, il faut arriver à battre Daesh sur le plan militaire, ça sera très très loin de résoudre le problème Daesh, qui n'est pas qu'un problème en Mésopotamie et au Levant, qui est un problème dans 5 continents sur 6, puisque vous avez différents groupes qui ont fait allégeance à Daesh dans ces pays, et le combat n'est pas que militaire, il est aussi politique, sociétal, religieux, idéologique, intellectuel. C'est pour ça que je parle, je ne suis pas le seul, d'une guerre de 30 ans. Donc 2016, j'espère que ça sera une année symbolique qui va marquer une rupture dans la capacité de Daesh à attirer du monde. Mais ne nous faisons pas d'illusions, si on arrive à marquer des points militaires au Levant et en Mésopotamie contre cet État-là, on aura plus d'attaques à l'extérieur, plus d'attentats. Parce que Daesh a une plasticité qui fait que quand ils sont contenus, contraints, attaqués à un endroit, justement, par les différents relais dont l'État islamique dispose, ils ont une capacité de faire exploser par un relais dans le Sinaï un avion de ligne russe et de tuer 200 civils russes, de frapper Paris, 130 morts, de frapper Istanbul et non plus simplement Ankara, c'est-à-dire c'est les recettes touristiques d'un pays qui est fragilisé, la Tunisie, etc. etc. Donc Daesh, voilà, c'est une plasticité, c'est un cancer avec des métastases qui se baladent un peu partout et qui a une capacité de régénération. C'est pour ça, encore une fois, que le combat sera lent, long, et il n'est pas seulement militaire. Mathieu Guidère, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour faire reculer encore plus l'organisation de l'État islamique sur le terrain? Est-ce qu'il faudrait plus de coordination, notamment au sein de cette coalition?
Alors, d'abord, il faut faire le constat que ça fait 15 ans que nous combattons le terrorisme. Depuis le 11 septembre 2001, on combat le terrorisme. Les gens ont peut-être oublié un nom qui a fait 15 ans, qui s'appelle Al-Qaïda. Elle est toujours là, Al-Qaïda. On n'a pas détruite. On a fait 15 ans de guerre. Elle est toujours là. Elle attend que l'État islamique soit affaibli. On a déjà des combattants qui commencent à rallier de nouveau Al-Qaïda un peu partout. Donc, l'ennemi d'hier global est toujours là. On s'est créé un nouvel ennemi qui s'appelle l'État islamique il y a 1 an et demi. Et il faut quand même rappeler que depuis 1 an et demi, plus d'1 an et demi maintenant, c'est des bombardements quotidiens par une trentaine de pays à peu près, pour un résultat, du point de vue militaire, je crois qui est mineur. Mais vraiment mineur, du point de vue militaire. C'est-à-dire, si vraiment l'organisation n'est pas ce que l'on dit, avoir 30 pays qui bombardent depuis 1 an, plus l'entrée de la Russie de façon massive depuis octobre dernier. Je trouvais que les résultats ne sont pas très probants, finalement. Les résultats sont quasiment ridicules, là, pour l'instant. Ils sont mineurs et ridicules par rapport à la coalition, à sa capacité de frappe. Et donc, aujourd'hui, on est plutôt face à un échec. Et c'est ce qui explique cette réunion de Paris, probablement. Mais comment vous expliquez cet échec ? Parce que pourtant, les moyens sont là, quand même. Qu'est-ce qui manque ? Il manque des hommes au sol ? Non, le problème n'est pas militaire. Voilà, le problème n'est pas militaire à la base. C'est-à-dire que ce problème, l'État islamique, n'est pas né d'un problème militaire. Lorsque les Américains sont partis, Al-Qaïda était quasiment annihilé en Irak. Donc, le problème est politique. Il est politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on est en train de se battre, alors qu'on n'a aucune, j'insiste sur aucune perspective politique, ni pour l'Irak, ni pour les sunnites d'Irak. Qu'est-ce qu'on leur propose ? On leur propose de repartir là où ils étaient avant 2013. On n'a aucune perspective politique pour la Syrie. On n'a aucune perspective politique pour les Kurdes. Aucune perspective politique pour la Turquie qui s'inquiète également pour la région, ni pour l'Arabie saoudite qui se bat sur un autre front. On n'en parle pas parce que ça serait encore pire si on se mettait sur le Yémen. On a exactement la même guerre civile qui se met au Yémen que la Syrie. Donc aujourd'hui, c'est parce que le problème à la base est politique qu'on n'a jamais pensé une solution politique et qu'on n'a pas réussi à entrevoir même le début d'une solution politique. Donc on aura beau taper encore plus fort, de façon encore plus coordonnée, avec autant de monde, on n'arrivera pas à régler le problème de l'État islamique. On patine finalement. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, Pierre Servan. Je vous donne la parole, Romain Mitterrand. Je suis pas d'accord avec Mathieu Guidère, mais le sujet est à ce point complexe qu'il peut supporter plusieurs regards, même différents. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? C'est que, rappelez-vous, dès le départ de la constitution de la coalition qui voulait intervenir en Irak, on n'intervenait pas encore en Syrie, vous avez eu des réunions politiques à Paris, qui était politique pour faire changer la structure du pouvoir à Bagdad. Parce que tout le monde faisait l'analyse que le sectarisme chiite d'Al-Maliki avait complètement traumatisé les tribus sunnites que le général Petraeus, à une époque, disons, les Américains étaient parvenus à rallier un peu à la cause contre Al-Qaïda. Et donc, je dirais que la dimension politique, je ne suis pas d'accord, elle a été prise dès le départ. Aujourd'hui, elle n'en est pas. Elle y est pas. Donc ça a été pris. Sur le plan militaire, on ne se pose pas suffisamment la question si on n'était pas intervenu, si les Américains, notamment à l'été 2014, n'étaient pas intervenus alors que Mossoul, 1,5 million d'habitants, 600 millions de dollars de devises et d'or dans les réserves, l'essentiel du matériel militaire américain donné à l'armée irakienne, neuf, tout ça tombant dans les mains de Daesh, l'étape d'après, c'était Bagdad. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette intervention militaire, cette espèce de poussée incroyable de Daesh se serait poursuivie. Alors, sur le plan politique, là où je vous rejoins, je crois que tout le monde voudrait faire avancer les négociations de Genève, elles vont repartir. Mais alors, on a une pétaudière aujourd'hui avec un nombre de pays parties prenantes. Et le problème politique, il est qu'il y a des difficultés stratégiques, c'est-à-dire que vous avez l'affrontement entre chiites et sunnites, vous avez la Russie qui joue un jeu particulier, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur le plan politique, vous avez un très gros blocage des parrains de la région qui essayent de jouer, et puis il y a un blocage énorme qui fait que la solution militaire n'est pas suffisante, ce sont des blocages tactiques. Ce que je veux dire par là, c'est que les différentes communautés, entre les Kurdes, entre les milices chiites, entre les Irakiens, entre les forces syriennes décomposées à travers les chrétiens, les alaouites, les Kurdes, les Turkmènes, etc., chacun, sans compter que cette redéfinition, quand vous la descendez sur le terrain, c'est le garagiste qui a regroupé autour de lui ses clients, qui se bat contre le dentiste, qui a fait appel à sa patientèle pour s'armer, etc. Il va falloir les mettre d'accord. Parce que même si au niveau stratégique, vous avez un accord, ça fait 5 ans qu'ils se battent,
que leur famille a été massacrée, il faudra régler ça. Donc là où je vous rejoins, c'est que le problème politique est énorme, est abyssal, mais il faut aussi se battre sur le plan militaire et puis essayer de faire avancer le dossier politique. Et je reconnais que c'est très difficile et c'est loin de compte. Maintenant, vous allez nous dire ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, Romain Milcarec. Je serais bien capable de dire ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes d'accord que les résultats sont très faibles, très médiocres, comme le disait Mathieu de Guidère, parce que le fond du fond, c'est la solution politique et on ne l'entrevoit pas aujourd'hui, cette solution politique Non. Que ce soit en Irak ou en Syrie. La question posée comme ça, clairement, je ne suis pas d'accord avec M. Guidère. Je pense qu'il y a vraiment deux choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est, pour évaluer les résultats, il faut savoir ce que c'est l'objectif. Le militaire, c'est un outil qui doit servir à un objectif politique. Si l'objectif politique qu'on étudie, c'est éradiquer l'État islamique et ou le terrorisme en général, effectivement, on part sur 30 ans. Et alors là, avant d'évaluer des résultats concrets, ça va être très compliqué. Si on se projette sur une période de 6 mois, on va pouvoir avoir des objectifs concrets. Prendre une ville, stabiliser un front. Même Ramadi n'a pas été vraiment repris. Faire peur à l'adversaire. Non, mais les combats sont en cours, effectivement. Oui, Une ville comme Ramadi... encore, la bataille de Ramadi continue. Effectivement, et une ville comme Ramadi ne se prend pas en quelque temps. Et les forces irakiennes sont sur le terrain, combattent, ce qui est déjà pas mal par rapport au début de ce conflit. Et on voit que la France est capable d'appuyer grâce au feu aérien, ces forces-là. Donc je pense que ça, c'est des choses qui sont intéressantes à observer. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est très importante et qu'on ne peut pas laisser de côté, c'est que les objectifs politiques, de qui on parle. Si on regarde le combat des Occidentaux contre l'État islamique, on n'a qu'une partie de la grille de lecture. Si on regarde les Russes, quels sont leurs objectifs politiques? Pas l'État islamique. Hein. Voilà, mais leurs objectifs sont en partie atteints. Bachar al-Assad est là. Pour l'instant, on n'a plus les moyens d'exiger son départ. En même temps, on a aussi obtenu un petit progrès, qui est que les Russes parlent de l'accueillir sur leur territoire, donc ce qui laisserait entendre qu'ils ne sont plus aussi décidés à le protéger. Il y a tout un tas d'acteurs aussi qu'il faut prendre en compte. L'État islamique aussi, d'une certaine manière, a atteint ses objectifs. Ils ont montré qu'ils étaient capables de frapper partout. Ils ont montré qu'ils étaient capables de se développer dans d'autres endroits. Et puis, ils ont aussi des échecs. C'est-à-dire qu'on se rend compte que là, aujourd'hui, en Syrie et en Irak, ils sont plus capables de progresser. Donc, je pense qu'il faut faire attention à bien regarder dans le détail pour regarder les progrès des uns et des autres en fonction d'objectifs aussi à court terme, sans être dans le manichéisme. Là, on n'a pas progressé du tout. C'est sur le niveau de notre sécurité. Alors, je veux bien qu'on parle de la Syrie et de l'Irak, mais ça a été rappelé par le secrétaire d'État américain. Il y a trois aspects dans cette guerre. Il y a l'aspect Irak-Syrie, c'est-à-dire le foyer djihadiste de l'État islamique. Il y a ensuite les filiales. Il y en a un paquet maintenant. C'est pas juste un foyer ou deux. Il y en a plusieurs qui ont rallié. La Libye aussi, on en a parlé. La Libye, notamment, qui a rallié l'État islamique. Et puis, troisième aspect de l'État islamique, c'est les attentats chez nous. Bon, alors vous, Mathieu Guidère, vous dites, et j'aimerais savoir si nos autres invités sont d'accord, parce que je vous l'ai entendu dire à plusieurs reprises, que finalement c'était peut-être une erreur de la France de s'engager justement dans ce conflit en Syrie et en Irak, parce que finalement aujourd'hui on paye notre engagement ici par des attentats en France. Il fallait commencer par la solution politique. La France était la seule quasiment. Depuis toujours, on a une politique qui est entre les deux superpuissances, les États-Unis et la Russie. On a une politique un peu de juste milieu. On peut réunir tout le monde pour proposer une solution politique. Il fallait absolument proposer une solution politique avant. C'est-à-dire dire à l'État irakien qu'est-ce qu'il faut faire. Faire pression sur l'État irakien pour... on a 8 millions, on parle quand même de 8 millions d'habitants. Comment voulez-vous? Vous pouvez détruire tout ce que vous voulez dans l'État islamique. Il y aura toujours une organisation pour prendre ces populations, pour les encadrer, pour les embrigader, pour les défendre contre des milices chiites d'un peu partout, contre maintenant un axe. Il y a des États maintenant qui portent cette cause confessionnelle. Et donc il fallait une position politique d'abord en Irak pour éviter que l'État islamique ne prospère et ne s'implante. Elle n'y est pas aujourd'hui, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire on a un gouvernement... En fait, il fallait faire pression à l'époque sur Nouri al-Maliki, justement pour inclure un peu plus les sur le nouveau gouvernement à l'époque, c'est à Abadi. Il fallait absolument immédiatement aspirer le peu de sunnites qui pouvaient avoir peur, qui ont très peur d'être massacrés par les milices chiites, qu'à chaque fois... En fait, c'est la dynamique est là simple. À chaque fois que des chiites entrent dans une ville, ils massacrent. Et à chaque fois que l'État islamique entre dans une ville, ils massacrent les chiites. Donc on a un problème très grave là.
Sur la Syrie, c'est pareil. Il fallait commencer par la solution politique. Oui, mais vous savez très bien, Mathieu Guider, que les puissances ne sont pas d'accord sur la Syrie, que certains, l'Iran, que l'Iran, la Russie veulent que Bachar el-Assad reste au pouvoir et que d'autres pays, comme la France ou les États-Unis, ont dit qu'il faut que Bachar el-Assad parte. Donc, nous sommes dans le colmatage. Tant qu'on n'est pas d'accord sur une solution politique, nous sommes dans le colmatage. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Servan? Et moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'on a commis une erreur, nous, Français, d'aller nous battre en Syrie et en Irak? Non, je pense qu'il fallait le faire. Même si on le paye cher aujourd'hui? Mais non, on le paye depuis longtemps. La France, dans la littérature, Mathieu Guider le sait très bien, dans la littérature djihadiste, al-qaïdiste depuis très longtemps, nous sommes le petit Satan. Depuis très longtemps. Le grand Satan, ce sont les Américains. La France, c'est le petit Satan. On est devenu le grand maintenant. Ou le moyen. Alors, pourquoi ? Parce que nous sommes un pays laïque, parce que vous êtes une femme, vous n'êtes pas voilée, on discute tranquillement, il n'y a pas de soucis. Parce que nous avons la plus grosse communauté musulmane et la plus importante communauté musulmane et la plus importante communauté juive. On a un petit Moyen-Orient d'Europe. Parce qu'on a fait la loi sur le voile, etc., etc. Donc, je veux dire, nous sommes dans le collimateur à cause de ce que nous sommes. On insupporte ce qui a été visé à Paris, je veux dire, toute la communauté internationale, puisqu'il y a 31 nationalités qui a été touchée dans les attentats du 13 novembre, ce style de vie, tout ça pour un djihadiste, ça le rend dingue. Bon, donc je veux dire, nous sommes visés à cause de ce que nous sommes. L'idée de dire, ah mais si on était plus gentil, ça ne se passerait pas, c'est aussi stupide à mon sens que d'avoir dit dans les années 30, il ne faut pas faire de peine à Adolf Hitler, qui a été élu démocratiquement et qui finalement a été maltraité. Son pays a été maltraité avec le traité de Versailles. Il revendique les Sudètes, qui est une minorité de langue allemande. Pourquoi pas? C'est quand même, on n'est pas très gentil de lui faire de la peine. Non, il faut lire Mein Kampf. Ça va être réédité. Il fallait comprendre ce qu'était le nazisme. Bon, là, c'est pareil. Vous lisez la littérature djihadiste, il y a un vrai projet politique de Daesh qui était celui d'Al-Qaïda. Daesh l'a amélioré et surtout, contrairement à Al-Qaïda, Daesh lui propose des CDD, mais propose même une titularisation djihadiste, là où Al-Qaïda ne proposait que des... Pardon, il propose des CDI, alors qu'Al-Qaïda proposait des CDD uniquement à des combattants. Donc Daesh a complètement développé son expansion. Donc non, on a raison d'être présent. La France, d'ailleurs, au tout début, en Irak, était présente à minima. Et pourtant, les réunions politiques avaient lieu à Paris. Ce qui montre quoi? C'est que la France était perçue, parce qu'elle n'a pas commis les erreurs de beaucoup de pays en 2003, elle n'a pas participé à cette espèce de folie de l'invasion-libération de 2003, et donc, alors qu'elle pesait peu sur le plan militaire, il y avait quelques avions, une douzaine d'avions, comme elle est reconnue comme un pays qui est capable de dialoguer avec tout le monde, c'est à Paris qu'avaient lieu les réunions. Et la France, avec d'autres pays, ont fait pression considérable sur les chiites, et d'ailleurs, il y a eu un changement de gouvernement. Mais le petit père Abadi, le nouveau Premier ministre, c'est un futé. S'il n'a pas tellement envie de bouger, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez qu'est-ce qu'il y a à Bagdad aujourd'hui? Vous avez un centre de renseignement dans lequel il y a des Russes, des Iraniens qui sont sur le terrain. Alors que les Américains portent à bout de bras l'armée irakienne. Donc on est vraiment comme ça. Juste un dernier point, je ne veux pas abuser de la parole. Il y a une partie de la guerre qui se déroule là-bas qu'on ne voit pas, qui est une guerre secrète, qui est une guerre de forces spéciales, qui est une guerre qui se passe la nuit. Et de ce point de vue-là, notamment les Américains... C'est-à-dire une guerre qui se passe la nuit. Racontez-nous, ça se passe comment, justement? Ce sont des opérations commando qui sont conduites notamment par les Américains. Alors effectivement, ils cherchent à mettre hors de combat, c'est-à-dire capturer ou tuer ce qu'ils appellent des cibles à haute valeur ajoutée. On pense que sur la quarantaine de membres de la gouvernance de Daesh, les Américains en auraient tué entre 13 et 19. Alors, ce n'est pas simplement le fait d'aller tuer des chefs de guerre, encore quand même que ça désorganise. Ils ont tué le ministre du pétrole, le webmaster, parce que Daesh fait une cyberguerre très importante. Mais surtout, les Américains, et peut-être des forces spéciales d'autres pays, ont recueilli énormément de renseignements. Des ordinateurs, comme Daesh est aussi un internaute, est présent sur la toile, ça permet de récupérer beaucoup de renseignements. Ils ont fait autre chose, c'est que lors de leurs opérations nocturnes, à la fois de destruction et de récupération de matériel, ils ont capturé des personnes et des femmes, notamment des femmes de chefs de guerre de Daesh, qui visiblement n'étaient pas complètement mécontentes d'être exfiltrées. Ces femmes ont parlé. Donc ça veut dire que si vous voulez, depuis... On récolte des informations, en fait, un travail d'information. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la coalition, partie de la coalition qui est réunie, ils ont aujourd'hui beaucoup plus de renseignements. Comment ça fonctionne? Les circuits financiers, les complicités en Turquie, les connexions avec l'Irak, les zones de trafic entre l'Irak
et la Syrie, qui date de l'époque où il y avait l'embargo sur l'Irak, c'est des très vieilles opérations. Là-dessus, il y a plus de renseignements. Et la réunion de Paris est importante. Il ne faut pas faire cocorico, voilà, tout va être formidable. Mais ça veut dire qu'il y a un progrès dans l'intelligence, la compréhension d'une nébuleuse militaire qui est très performante parce qu'elle a mêlé des fous de Dieu et les anciens des équipes de Saddam Hussein en domaine de renseignement, de l'acte de guerre. Donc la coalition s'adapte aussi. Mais le problème, c'est que Daesh est très plastique et il s'adapte aussi formidablement. Mathieu Guidère tout à l'heure. Romain Milcarek, le problème quand même de cette coalition, c'est des objectifs différents, on l'a vu, pour les pays. Un manque de coordination aussi sur le terrain. Je pense à la Russie en Syrie, qui n'a pas les mêmes cibles que les Américains. On va tout de suite écouter, si vous voulez bien, le ministre américain de la Défense, Ashton Carter, et puis vous réagirez. Les Russes sont sur la mauvaise voie stratégique et parfois d'un point de vue technique également. Tant que la situation reste la même, il n'y a aucune base pour une coopération. Ça manque justement cette coopération, coordination avec la Russie ? On peut difficilement se coordonner avec les Russes. On n'a pas les mêmes objectifs. Alors déjà, d'une, on n'a pas les mêmes objectifs. Et de deux, on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas la même culture de la manière de faire la guerre. Je donne un exemple très simple, c'est le choix des cibles. Et le choix de frapper ou pas frapper. Les Occidentaux partent du principe qu'à partir du moment où on fait des victimes civiles, ça a des conséquences négatives derrière. Ça coûte trop cher de tuer des civils en termes d'efficacité opérationnelle. Donc on fait le maximum. C'est une question de morale, quand même, un petit peu. Je prends les choses de manière très, très cynique. On part du principe que voilà, si on tue des civils, les familles, etc., vont partir du principe que l'ennemi, c'est la personne qui a tiré. Les Russes partent du principe que ça fait partie de la réalité de la guerre et que malheureusement, si on tue des civils, ça arrive. Les chiffres qui circulent, alors qu'on peut critiquer, mais qui en termes d'ordre d'idées sont certainement très proches de la réalité, c'est qu'à peu près 30% des pertes humaines causées par les bombardements de la Russie sont des civils. Donc effectivement, à partir de là, leur manière de faire, dans les logiques des armées occidentales, c'est contre-productif. Et eux, dans leur logique, à partir du moment où on commence à faire le tri entre les groupes djihadistes, entre ceux qu'on va frapper en priorité, etc., pour eux, ce que font les Occidentaux, c'est aussi contre-productif. Donc c'est difficile de coordonner des logiques qui ne sont tout simplement pas compatibles en termes de résultats sur le terrain. Mathieu Guidère, le problème aussi de cette guerre, c'est aussi les pays arabes qui ne sont pas très visibles quand même. Enfin, les pays arabes, d'abord, ils font la guerre ailleurs. Ils font oui, la c'est guerre ça, mais je parle sur le terrain, moi, syrien et irakien. L'Arabie saoudite, oui, on la voit en effet au Yémen. Elle bombarde tous les jours au Yémen. Voilà. L'Arabie saoudite, avec un certain nombre d'autres pays, elle fait partie aussi de la coalition. Elle essaie de bombarder. Simplement, les Russes ont prévenu les Saoudiens, si on voit un avion saoudien, on va l'abattre. Ils ont même menacé l'Arabie saoudite de bombardement, les Russes. Donc on est dans une situation assez sensible. Sans oublier par ailleurs que l'Occident est plus ou moins avec l'Arabie saoudite, mais de temps en temps, il lui dit quand même, vous avez financé le terrorisme et vous êtes support. Ah, quand même, on dit ça aujourd'hui à l'Arabie saoudite on lui dit assez fréquemment même, à tel point qu'ils sont obligés d'expliquer, de dire, ce n'est pas nous, on n'est pas d'accord, on est contre l'État islamique fait des attentats chez nous, etc. Donc on a une anarchie dans ce terrain-là, une anarchie, il y a une multiplicité d'acteurs, chacun fait à peu près ce qu'il veut. Du côté occidental, les 7 que vous avez vus là sont à peu près coordonnés parce que les Américains tiennent les choses en main, ils font une liste de cibles, ils disent qui va le faire. Ils partagent les Donc ils partagent les cibles, mais c'est tout. Mais en dehors de 7 qu'on a vus là, c'est l'anarchie. C'est-à-dire il y a un embouteillage au ciel. Embouteillage au ciel. Vous avez quand même 30 pays, chacun essaye de taper là-dedans. Bon, donc à chaque fois, on essaye. Même les Israéliens ont peur de s'attraper un avion russe qui passe. Ils disent attention, on va y aller. On oublie Israël dans cette affaire qui de temps en temps va jusqu'à Damas pour taper jusqu'à Damas et qui essaie de suivre le Hezbollah partout avec ces trucs. Donc on est dans une guerre quasiment ubuesque. C'est-à-dire si on l'a regardé de l'extérieur en oubliant qui on est là-dedans, c'est une guerre quasiment ubuesque où les principales victimes sont les civils en fait. On est quand même à quasiment à un demi-million de morts aujourd'hui. On est à plus de 300 000 victimes civiles dans ce conflit et on continue à parler de stratégie d'éradication de l'État islamique, on continue à parler alors qu'on n'a pas de solution politique. J'insiste sur le fait que on n'arrivera pas à gagner cette guerre et on ne s'en sortira pas de cette guerre tant qu'on n'a pas
une. Et on n'est pas proche d'avoir une solution politique parce qu'il y aura normalement une réunion qui devrait démarrer lundi à Genève avec les différents acteurs du conflit. Et ce soir, on a appris que déjà il y avait déjà un petit clash puisque l'opposition voulait nommer un dirigeant rebelle négociateur en chef, Mohamed Allouche. Et c'est une nomination qui passe très mal du côté notamment des Russes qui n'en veulent pas de ce chef rebelle. En fait. Voilà, bon ben. Par un bombardement. Vous nous expliquez l'aspect un peu ubuesque de cette guerre. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une guerre ubuesque. La mort d'Allouche qui, en partie, est responsable de l'exécution du chiite Nimr al-Nimr qui a déclenché après les tensions. Enfin bon, là. Je peux que souscrire à ce que dit Mathieu Guider, même si de temps en temps j'essaye de sourire entre guillemets pour détendre des sujets qui sont de gravité extrême. Pour la population, c'est abominable. Deux choses très rapides sur les Russes, vous avez tout à fait raison. Vous savez, quand les Russes ont un otage qui a été pris et qui a été tué, vous savez ce que font les forces spéciales russes? Ils ne tuent pas les preneurs d'otages. Ils tuent la grand-mère, le grand-père, l'oncle, la tante, etc. C'est l'entourage. Et puis après, s'ils peuvent tuer les preneurs d'otages, ils le font. Mais les preneurs d'otages savent que leur maman, leur grand-maman, etc., ils vont passer la casserole. Et la seconde chose, je l'ai oublié, comme c'est la fin de l'émission, ça va très bien. Allez, un mot, Romain Milterec. Une guerre ubuesque de 30 ans, comme le disait Pierre Servan. Ubuesque, je crois pas, compliqué, oui, mais ubuesque, non. Chacun a ses intérêts et de leur point de vue, ils sont tous légitimes. Alors après, d'accord avec nous et dans notre intérêt à nous, bah effectivement, pas toujours. Mais est-ce qu'on a plus raison qu'eux? Pas évident. Hein. Voilà, juste un tout dernier point. Ce qui est très important en France, c'est que dorénavant, chaque citoyen français cherche à comprendre ce qui se passe. N'aille pas que sur Internet, regarde des émissions, lise des bons livres, la presse, etc. S'informe. Il faut qu'on sorte d'une société adolescente qui estime que personne n'a de responsabilité là-dedans. Tous les citoyens sont concernés. Pierre Servan, auteur de Extension du domaine de la guerre, c'est aux éditions Robert Laffont. Mathieu Guider, auteur de Atlas des pays arabes, un monde en effervescence, c'est aux éditions Autrement. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, le journal.